Pour montrer un peu sa présence par rapport à la Médina, entre le centre du pouvoir et la Médina populaire. Donc, un lieu où on a exhibé de tout temps aussi les armées au départ et au retour quand elles sont victorieuses, bien entendu. C'est aussi une place qui, depuis le XVIe siècle au moins, est connue pour avoir une activité comme celle qu'on peut encore observer aujourd'hui, c'est-à-dire une activité marchande. Et à partir du XVIIe siècle, nous avons les premiers textes qui décrivent les premiers halqa, c'est-à-dire les premières représentations de type théâtral que l'on peut observer encore aujourd'hui. Un lieu placé sous le regard de cette mosquée, la Koutoubia. Son minaret, véritable phare aux portes du Sahara. Construite au XIIe siècle, elle est avant tout un symbole. Historiquement, la Koutoubia, c'est d'abord le symbole de la ville. C'est aussi un symbole culturel, parce que c'était le lieu où il y avait les libraires, et c'est pour ça que ça s'appelle Koutoubia, la mosquée des libraires. Troisièmement, c'est le lieu politique, parce que c'est le lieu où les déclarations solennelles étaient prononcées. C'est aussi un symbole artistique, parce que la Koutoubia, sur le plan architectural, va influencer les mosquées marocaines et jusqu'en Andalousie. Direction la Médina, la partie la plus ancienne de la ville, avec ses ruelles escarpées. Nous retrouvons Ouidad dans son quartier, celui de son enfance. Alors c'est un quartier très important parce que c'est entre le quartier de mes parents et le quartier de ma grand-mère. Et je l'arpentais tous les jours quand j'étais enfant. Et ici, très précisément ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Bintouahn, entre les deux moulins. Et c'était considéré à l'époque, pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi enfant, comme un lieu un peu inquiétant, un peu dangereux. Et au coucher du soleil, on avait peur de passer par là, parce qu'on avait l'impression qu'on échappait déjà à la protection du saint patron qui est dans le quartier de mes parents, et on ne bénéficiait pas encore de la protection du saint patron qui est celui de mes grands-parents maternels et donc de ma mère. Nous sommes dans la maison de mes parents, la maison de mes grands-parents aussi. Donc en fait, je crois qu'une grande partie de l'histoire familiale s'est située ici. Est-ce qu'il y a un endroit justement que vous aimez bien? Alors il y a un endroit que je voudrais vous faire visiter, l'endroit des femmes, les terrasses. On y va ? Ouidad, qu'est-ce que ça vous évoque, les terrasses? Ben, les terrasses, d'abord, c'est toute mon enfance. Et puis, c'est l'espace même des femmes. Autrefois, les femmes passaient beaucoup de temps sur leurs terrasses. Elles y travaillaient. Mais c'est là aussi où elles se délassaient, où elles discutaient, où elles conversaient d'un mur à l'autre. Parce que là, les murs ont été un peu surélevés. Mais autrefois, on franchissait directement d'une terrasse à l'autre. Et on pouvait, au gré des jours, des moments, des êtres qu'on croisait, discuter, se raconter sa vie, les problèmes, etc. Aujourd'hui, tout a changé. Des bouleversements que Ouidad mesure chaque jour. Le seul nom des rues rappelle un temps révolu. Nous sommes dans le quartier de Riyad al-Arous. Et en fait, Riyad al-Arous, Riyad, jardin, tous les quartiers de la Médina, toute la toponymie des quartiers, en fait, révèle à quel point Marrakech a été la cité-jardin par excellence. Et quand on regarde le vacarme ambiant, on réalise tout ce qu'on a perdu. Tout ce que pouvait être Marrakech en jardin, en verger, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui dans le tohu-bohu et le vacarme qui nous environne. Les jardins, c'est la spécialité de Mohamed El Faïs. Mais cet après-midi, c'est en chef cuisinier qu'il nous reçoit. Je suis en train de préparer une tangia. Alors c'est quoi exactement? Eh bien, la tangia, ça fait partie vraiment du patrimoine culinaire de la ville de Marrakech. C'est un repas qui est lié au jardin et en général, donc chaque week-end, les artisans, tous les habitants de la ville de Marrakech, eh bien, partent dans les jardins avec cette préparation qu'ils mangent dans les jardins. Aïda, tu m'amènes de l'eau chaude s'il te plaît?
Autre particularité, c'est uniquement les hommes qui préparent ce plat. Safran, viande de bœuf, citron confit, sans oublier la petite touche finale, du cumin. Un véritable festival d'arômes. Autre surprise, Mohamed nous emmène dans le four du hammam, ou bain mort, de son quartier. Je viens pour faire cuire la tangia parce que c'est une autre spécificité de la tangia, c'est qu'elle cuit sous la cendre toute une nuit, la cendre des bains morts. Donc là, on va la laisser toute une nuit cuire et ce monsieur, c'est lui qui s'occupe de sa cuisson. Le lendemain, nous partons vers l'un des plus grands jardins de Marrakech, l'Agdal et ses 500 hectares aux portes des remparts. De l'Espagne jusqu'en Inde, c'est le plus ancien jardin du monde musulman. Il date du XIIe siècle. C'est là que nous retrouvons Mohamed. Aménagé par les Almohades, ils vont le créer de toutes pièces. Quand les Arabes sont arrivés ici, eh bien, il y avait très peu de variétés d'agrumes. Il n'y avait que le cédra qui était connu aussi des Romains. Et les Arabes, ils vont introduire de nouvelles espèces de citrus, l'oranger. Ils vont introduire aussi le bigaradier, ce qu'on appelle ici l'orange amère. Ils vont aussi introduire le citronnier et une espèce de pamplemoussier. Ça va être important non seulement pour le Maroc, et aussi pour l'Andalousie musulmane de l'époque, donc pour l'Espagne, mais pour toute la Méditerranée. Un véritable jardin nourricier. Il appartient aujourd'hui au domaine agricole royal. Peu connu, peu fréquenté par les Marrakchis eux-mêmes, Mohamed se bat pour le sauvegarder. En particulier ceux qui en fait son génie, un système d'irrigation étonnant pour l'époque. On est ici dans l'oliveraie de l'Agdal, qui est irrigué par un système original qui date du XIIe siècle, qui est de l'irrigation gravitaire. Et je vais vous emmener maintenant voir le jardinier, grâce à qui tout ce jardin continue à tenir aujourd'hui. Assalamu alaikum. On remplit une cuvette autour de l'olivier et puis on dirige l'eau jusqu'à ce que le pied de l'olivier soit plein. Et après, une fois que l'irrigation s'est faite du premier carré, ben on passe à une autre cuvette. Et l'ingéniosité de ce système, c'est qu'on a calculé la pente de manière à ce que si on verse une goutte d'eau à l'amont sur ces 500 hectares, elle arrive à l'aval pour irriguer le dernier carré et le dernier arbre. Au cœur de ce jardin, deux énormes bassins, des réservoirs qui servent à l'irrigation. Pendant des siècles, des réceptions dignes des mille et une nuits vont s'y dérouler. Des lieux de plaisance très prisés par la royauté. Là, je vais vous montrer une surprise, comme toutes les surprises dans les jardins historiques. C'est une barque à vapeur, une embarcation à vapeur que les Marocains ont importée au XIXe siècle. C'était l'ouverture sur l'Europe. Et nous avons ici la chaudière du moteur à vapeur. Et cette embarcation a été utilisée par le sultan dans ses promenades dans ce grand bassin. Et il y a eu un accident, probablement une explosion du moteur, qui s'est terminée par la noyade du sultan. C'est l'heure de la tangia. Mohamed et sa famille rejoignent des amis pour ce pique-nique traditionnel du dimanche. Mohamed, c'est un peu vous le maître de cérémonie? Eh ben oui, voilà, c'est une tangia qui est partagée avec les amis et c'est ça le but de ce plat. Fin de journée sur Marrakech. Ouidad traverse la Médina pour se rendre dans le quartier Ksour, le quartier des palais. Ce soir, je vais dans une soirée privée où on joue de la drqa marrakchia. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Parce que drqa marrakchia, c'est vraiment la musique la plus typique de notre ville. Pour nous, un privilège. Autrefois très populaire, cette musique ne se joue plus aujourd'hui que dans les maisons privées. La vie des quartiers de Marrakech a longtemps été rythmée par la drqa, puisque chaque quartier avait son groupe de drqa et il y avait des joutes incroyables et chaque groupe tentait de rivaliser avec l'autre
pour l'emporter. Marrakech vibre à ce rythme. Il y a la longueur, et puis ça monte crescendo, puis à un moment donné, ça explose. C'est un véritable feu d'artifice. Et véritablement, les gens communient avec ce rythme. Vous, quand vous entendez justement cette musique, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, j'entends Marrakech, et c'est très important. J'entends ma ville, j'entends mes racines. Retrouver les racines de la ville, c'est la mission de l'inspecteur des monuments historiques, Faisal Cheradi. Depuis quelques semaines, avec son conservateur, il recense tous les bâtiments. Et surtout, un grand problème qu'on a eu ici, c'est toutes les portes, les nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir avec aucune autorisation, sans ordre. Une première pour Faisal, cette ville n'a jamais fait son inventaire. Pour l'inventaire, c'est parce que on veut faire un plan de gestion de Marrakech.